coucou. Ah, ça vous va bien l'été, vous êtes tout beau. Le 17 décembre 2010, Joanna Yates, 25 ans, rentre chez elle après une soirée dans un bar. Elle est seule pour le week-end, son petit ami Greg s'est absenté. Sur le trajet du retour, elle est filmée par plusieurs caméras de surveillance en train d'acheter une pizza avant de rentrer à son appartement. Problème, durant ce week-end, seule chez elle, Joanna se volatilise. Les voisins disent avoir entendu des cris dans le logement, mais n'ont rien fait. Lorsque Greg rentre le dimanche, l'appartement est vide. Les affaires de Joanna sont là, rangées, la porte n'a pas été forcée, mais la jeune femme semble s'être évaporée. À quelques jours de Noël, toute l'Angleterre va alors se fasciner pour l'affaire qui s'apprête à révéler au grand jour que même chez vous, au sein même de votre appartement, vous n'êtes pas en sécurité. Il suffit d'un homme dans votre entourage dont vous n'avez pas calculé la dangerosité pour que tout bascule au moment même où l'occasion se présente à lui pour vous tuer. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Mais avant d'aller plus loin, cet été ou plus tard dans l'année, vous allez peut-être avoir la chance de voyager à l'étranger et vous allez vouloir utiliser Internet sur votre téléphone pour regarder les HVF. Ça tombe bien, laissez-moi vous parler de Saily. Saily, c'est l'application de eSIM qu'il vous faut pour avoir Internet lors de vos vacances, puisque le service couvre plus de 190 pays à travers le monde. Pour l'utiliser, rien de plus simple, téléchargez l'application Saily sur votre téléphone, choisissez le forfait qui vous convient dans le pays où vous allez et installez la carte eSIM en suivant les instructions. Ça prend 5 minutes et voilà, vous pouvez profiter d'Internet sans payer un prix exorbitant à votre opérateur. C'est rapide, ça se fait en quelques tapotements d'écran et vous pouvez utiliser votre nouveau forfait à l'étranger immédiatement. Plus besoin d'acheter des cartes SIM physiques une fois à l'aéroport qui sont hors de prix. Donc pour que ce soit déjà fait, télécharge au moins l'application sur ton téléphone, comme ça t'es tranquille le jour où tu pars à l'étranger. En plus, Saily vous offre 15% de réduction sur votre eSIM en utilisant mon code HVF lors de votre commande. Le lien est en description pour profiter de l'offre avec mon code HVF ou bien vous pouvez passer par le QR code juste ici. Notre histoire me passe aujourd'hui à Bristol, ville située dans le sud-ouest de l'Angleterre, à environ 2 heures de Londres, au cœur du mois de décembre. Donc autant vous dire que ça caille à cette période, il n'y a pas grand monde dans les rues, tout le monde déprime. Mais un peu de fraîcheur avec la chaleur actuelle, ça fait du bien. Bristol, c'est une ville qui combine à la fois l'ancien et le moderne. Son université aurait pu servir de décor dans les films Harry Potter ou Harry Potter, comme disent les Anglais, tant elle ressemble à Poudlard dans son architecture, sa beauté et sa grandeur. En cette période de fête, Bristol s'est transformé en un véritable conte de fées hivernal. Les rues sont illuminées de milliers de lumières scintillantes, créant une atmosphère magique dans toute la ville, enjolivée par le bel accent chantant britannique. Mais malheureusement, le conte de fées va se transformer en cauchemar, et c'est dans ce cadre si paisible où il ne se passe jamais rien qu'une HVF est sur le point de naître. Le vendredi 17 décembre 2010, Joanna Yates, 25 ans, et son petit ami Greg Reardon, 28 ans, quittent leur appartement et se rendent dans les bureaux de l'entreprise Building Design Partnership. J'ai fait un effort sur l'accent. Tous deux, ils sont architectes paysagistes. À 12h50, les amoureux prennent une pause déjeuner et partent manger au restaurant Hop & Anshore, situé à une dizaine de minutes à pied. C'est le dernier repas qu'ils partageront. Ils passent l'après-midi au bureau et à 16h45, les amants échangent un long baiser passionné pour se dire au revoir. En effet, Greg sera absent tout le week-end parce qu'il va fêter un pré-Noël avec sa famille dans la ville de Sheffield, à 3 heures de route de Bristol. Ça rassure pas Joanna qui n'aime pas être seule, mais elle a prévu plusieurs activités pour ne pas s'ennuyer et ne pas sentir l'absence de son amoureux. Et Joanna, elle a raison de s'inquiéter puisque depuis quelque temps, elle a un mauvais pressentiment. Elle se sent observée, mal à l'aise,
pas en sécurité. Elle sait pas vraiment d'où lui vient ce sentiment, ces alertes, mais ça va pas, ça l'angoisse. Johanna reste encore un peu au bureau pour avancer sur ses projets. Puis elle prend son manteau, descend la rue et rejoint ses collègues à 18h au pub, le Bristol Ram. Pendant 2 heures, tout le monde papote, se détend, vide des pintes bien remplies, soulagé d'être en week-end et de profiter de cette belle période festive. Johanna raconte qu'elle va passer le week-end à cuisiner parce que le mardi suivant, elle va célébrer elle aussi un pré-Noël avec ses amis. Alors perso, c'est un truc que j'ai jamais fait, je me suis un peu renseigné. Si vous non plus, vous savez pas ce que c'est juste le fait de faire Noël avant l'heure avec des gens, histoire de pouvoir fêter avec tout le monde avant ou après le 25 décembre. Bon, c'est aussi un bon prétexte pour manger comme des cochons tout en partageant un moment. En gros, désolé, mais c'est comme ça. La suite des événements est connue grâce aux caméras de surveillance qui suivent la jeune paysagiste. À 20h02, Johanna sort du bar pour rentrer chez elle. Elle en a pour une 30aine de minutes à pied. Sur le trajet, à 20h10, elle téléphone à sa meilleure amie Rebecca Scott durant 7 minutes. Tous les deux parlent de leur week-end et conviennent de se voir la veille de Noël. À 20h29, elle entre dans un supermarché, le Bargain Booze, pour s'acheter 2 bouteilles de cidre, puis elle se rend compte qu'il est tard, elle a pas le courage de se faire à manger, alors un peu plus loin, elle s'arrête dans un Tesco Express pour prendre une pizza mozzarella pesto basilic. Johanna a du goût, chez elle, pas d'immonde pizza à l'ananas. À 20h33, une caméra de surveillance montre qu'elle se trouve à 600 mètres de chez elle, près du pub Hop House. Une dizaine de minutes plus tard, entre 20h40 et 20h45, elle discute météo avec un prêtre qui promène son chien. Puis, elle se dirige chez elle. À partir de là, Johanna se volatilise. Plus personne ne la verra vivante et plus personne n'aura de ses nouvelles. Entre-temps, Greg, son petit ami, est bien arrivé à Sheffield. Ce week-end est l'occasion pour lui de rencontrer ses nièces, des jumelles nées en septembre, Alice et Bess. Une fois bien installé, Greg envoie un SMS à Johanna, mais celle-ci ne répond pas. Sur le moment, il ne s'inquiète pas, c'est pas inhabituel de sa part de ne pas répondre ou de ne pas envoyer de message. Ça peut sembler étonnant aujourd'hui parce qu'en général maintenant on est très connecté, on communique rapidement et on répond très vite, mais à l'époque Messenger par exemple n'existe même pas et Instagram vient tout juste d'être créé. C'est une époque où on utilise quand même moins son téléphone qu'aujourd'hui et si on n'avait pas de nouvelles de quelqu'un en moins de 24 heures, c'était pas la panique générale. Greg fait du ski et passe de bons moments en famille jusqu'au dimanche 19 décembre, date où il retourne à Bristol. Vers 20h, il rentre dans l'appartement, heureux de retrouver sa ravissante petite amie qui lui a beaucoup manqué durant son séjour. En arrivant, il s'attend à voir Johanna dans la cuisine ou le salon, mais elle n'y est pas. Sur le moment, il ne s'inquiète pas particulièrement, elle a très bien pu sortir, mais des détails commencent à lui sauter aux yeux et le rendent inquiet. En y regardant de plus près, il voit que le sac à main de Johanna est sur place, puis il retrouve ses lunettes et ses clés. Greg ne comprend pas, elle serait jamais sortie sans. Sans plus tarder, il prend son téléphone et sélectionne le numéro de sa copine. Soudain, une sonnerie retentit, elle provient du couloir. Il s'y rend et cherche d'où provient ce son. C'est alors qu'il réalise que la musique émane du manteau de Johanna suspendu dans le couloir. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle n'est pas sur place, mais son portable, son manteau, son sac et ses lunettes sont dans l'appartement. C'est pas possible qu'elle soit sortie sans tout ça. Il fait super froid dehors et sans ses lunettes, Johanna se tape des migraines au bout d'un moment. De plus, leur chat, Bernard, oui, Bernard, vous avez bien entendu. Bernard, il semble effrayé, négligé, affamé. Greg s'inquiète, c'est pas le genre de Johanna de ne pas s'occuper de son chat. Jamais elle ne l'aurait laissé dans cet état. Ne sachant pas vraiment quoi faire, Greg téléphone à David et Teresa, ses beaux-parents, pour leur demander s'ils ont des nouvelles de leur fille et pour leur expliquer la situation. Eux aussi trouvent la situation inquiétante et lui conseillent de prévenir les autorités. Avant, ils contactent Christopher Jefferies, leur propriétaire qui vit dans un appartement au-dessus du leur. Il souhaite savoir s'il a vu Johanna, mais celui-ci explique ne pas l'avoir vue du week-end. Vers minuit 45, en ne la voyant
toujours pas arrivé, Greg appelle les autorités et signale la disparition de Joanna Yeats. Je suis parti pour le week-end et je suis revenu. J'ai découvert que ma petite amie était plus à l'appartement alors qu'elle était censée y être. Et toutes ses affaires importantes sont toujours dans l'appart, comme son portefeuille, ses clés, son téléphone, ses lunettes et tout. Je viens de trouver tout ça alors que je pensais qu'elle allait rentrer tard, mais elle est toujours pas là. Très tôt au matin, David et Teresa, qui habitent à Hampshire, une ville située à 1h30 de Bristol, arrivent sur place et avec Greg, ils font le tour du quartier en attendant que la police lance un appel pour obtenir des renseignements sur la disparition de la jeune femme. Mais rien n'est fait pour le moment. Le lendemain, le mardi 21 décembre, les enquêteurs organisent une conférence de presse dans laquelle les parents interpellent leur fille directement. Joanna, quelle que soit la raison pour laquelle tu n'as pas été en contact avec nous ces derniers jours, on voulait que tu saches que nous t'aimons beaucoup et que nous sommes désespérés de ne pas savoir si tu es en sécurité et en bonne santé. S'il te plaît, contacte-nous dès que possible. À ce moment-là, ça fait 4 jours que personne n'a de nouvelles de Joanna. Depuis vendredi soir, date à laquelle on perd sa trace sur le trajet du retour. Cet appel désespéré cache une sombre réalité. Les parents de la jeune femme en sont persuadés. Pour eux, leur fille a été enlevée. Jamais elle ne serait partie sans prévenir et elle n'avait aucune raison de disparaître. Tout allait pour le mieux dans sa vie, un job passionnant, un adorable petit copain, des amis et des projets à l'appel. Le seul point noir, c'est le chat qui s'appelle Bernard, mais il aurait pas pu se venger et faire disparaître sa maîtresse, ça n'a pas de sens. De plus, comme une enfant, elle était super heureuse de fêter Noël, elle en parlait à tout le monde. La période n'était absolument pas propice à une disparition volontaire de sa part. Et petite parenthèse, ce que je veux dire par là, c'est que si Noël et les fêtes de fin d'année sont propices justement aux dépressions et tout ce que ça implique pour les personnes qui sont seules et isolées, mais Joanna, c'est pas le cas. Elle a des repas de prévus, une famille aimante, tout va bien, sauf le chat qui s'appelle Bernard, j'insiste, ça va pas du tout. Son petit ami dira plus tard. Lors de la première conférence de presse de la police, quand j'ai vu toutes les caméras, je me suis dit, j'ai déjà vu ce genre d'histoire. Je sais comment ça va se terminer. Eh dis donc, il sait être rassurant le Greg. Malheureusement, la suite de l'affaire risque de lui donner raison. Dans un premier temps, les enquêteurs décident de fouiller l'appartement de Greg et Joanna de fond en comble et très vite, les experts envoyés sur place concluent que Joanna est forcément revenue chez elle après la soirée. On retrouve les tickets de caisse de ses achats, à savoir le cidre et la pizza. On retrouve également les 2 bouteilles de cidre dont l'une est à peine entamée. En revanche, la pizza est introuvable. Ils sont sûrs qu'elle n'a pas été mangée par Joanna car aucun emballage n'est retrouvé. C'est donc après 20h45 que la jeune femme a disparu, entre le moment où elle entre dans son appartement et le moment où, pour une raison inconnue pour l'instant, elle en ressort. De plus, il tombe sur un calendrier de l'Avent qui pourrait ne rien vouloir dire si Joanna ne respectait pas les cases à ouvrir chaque jour, mais par chance, Joanna, elle se limite bien à un chocolat par jour et les cases 17, 18, 19 n'ont pas été ouvertes, ce qui n'est pas dans son comportement habituel. Mais un détail saute aux yeux des enquêteurs. Joanna est effectivement bien rentrée chez elle, mais surtout, la porte n'a pas été forcée. Il n'y a aucun signe d'effraction. Alors, est-ce qu'elle serait réellement sortie sans manteau, sans sac et sans téléphone en plein mois de décembre? Elle a beau être britannique et résister au froid, ça n'a pas de sens de sortir sans rien. Ou quelqu'un lui a-t-il fait du mal? Mais dans ce cas, ça signifie qu'elle aurait fait entrer la personne chez elle sans se méfier, donc qu'elle la connaissait. Les enquêteurs interrogent les voisins et ceux de l'appartement du dessus rapportent des faits intéressants. Pendant qu'ils faisaient la fête, ils auraient entendu des cris de femmes demandant de l'aide aux alentours de 21h. Ne sachant pas d'où provenait la voix, ils ne se sont pas tellement inquiétés. C'est choquant, mais c'est ce qu'on appelle l'effet Kitty. En gros, si vous êtes face à une situation d'urgence comme une femme qui appelle à l'aide et que vous êtes plusieurs à ne rien faire, ne pas réagir, le sentiment de responsabilité se dissipe dans le groupe et vous vous sentez moins responsable de ne rien faire. L'effet Kitty, il est d'ailleurs documenté, c'est très sérieux, c'est pas un sujet de comptoir et
son nom vient d'une affaire criminelle que j'ai traitée sur la chaîne il y a plus de 5 ans déjà, le cas Kitty Genovese qui a appelé à l'aide pendant de longues minutes alors qu'elle était traquée par un homme mais aucun voisin n'est sorti pour l'aider en voyant justement que personne ne réagissait. Certains ont fermé leurs fenêtres, d'autres ont monté le son de leur radio et Kitty a fini par mourir. Pour en revenir à Johanna, les enquêteurs sont donc dans une impasse. Un cri de femme, pas de témoins, pas d'effraction, pas de sang dans l'appartement à première vue. Comme toujours dans ce genre d'affaires, ils vont donc se plonger dans l'histoire de Johanna et tenter d'en savoir plus sur elle, mais aussi sur son petit ami, Greg. Puisque malheureusement, dans ce genre d'affaires, dans la majorité des cas justement, c'est un proche de la victime qui l'a fait disparaître. Où est Johanna ? Johanna Yeats est née le 19 avril 1985 et a passé son enfance dans le village d'Ampfield, situé dans le comté d'Hampshire, dans le sud de l'Angleterre. Elle est la fille de David et Teresa, 63 et 58 ans au moment des faits, et la petite sœur de Chris. Tous les deux ont vécu une enfance joyeuse et heureuse. C'est une famille très unie, aimante, et leurs parents leur sont totalement dévoués. Les frères et sœurs partagent une relation très forte et sont très proches l'un de l'autre. Chris parle d'elle comme une inspiration personnelle. À 16 ans, Johanna étudie au Peter Simons College où elle rencontre sa meilleure amie Rebecca Scott. Passionnée par les plantes et l'écologie, elle étudie l'horticulture, le design paysager et la gestion de l'environnement, puis développe ses compétences en conception d'espaces extérieurs et urbanisme paysager à l'université de Gloucestershire. Bon, en gros, elle aime les plantes, vous l'avez compris vu son CV. Johanna, c'est une femme travailleuse, ambitieuse et talentueuse et visiblement tout lui sourit. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend, elle est sincèrement aimée et bien entourée, même les plantes lui font confiance et ne meurent pas instantanément dès qu'elle s'en approche. Phil Deacon, son ancien collègue, dira que c'était une joie de travailler avec elle tous les jours et qu'elle était très drôle. Il parlera d'un esprit libre qui aime être en plein air. En plus de toutes ses qualités, c'est une jeune femme particulièrement sympathique, aimante, attentionnée, pétillante, modeste et habitée par une joie de vivre contagieuse. On dit d'elle aussi qu'elle est timide, voire un peu méfiante. Noël est sa fête préférée et elle adore cette période magique. Depuis son enfance, elle garde la même chaussette qu'elle accroche à la cheminée et que ses parents remplissent de bonbons. Même si elle a dépassé l'âge, ils ont gardé cette tradition. Il ne lui manque plus que le grand amour pour parfaire le tableau et c'est sur son lieu de travail, près de chez ses parents, qu'elle va le trouver. Dès son arrivée, elle fait connaissance avec son collègue Greg Reardon, un beau jeune homme âgé de 25 ans, lui aussi architecte paysagiste. Tous les deux partagent la même passion pour leur métier, mais aussi pour les sports en plein air comme le surf, le vélo, l'aviron, le snowboard et le ski. Très vite, les deux paysagistes tombent follement amoureux l'un de l'autre et font faire des cauchemars aux pauvres plantes derrière lesquelles ils se cachent pendant leur service pour batifoler. Alors tout se passe super bien jusqu'au moment où leur entreprise annonce un déménagement à 2 heures de là, pour Bristol. Les deux amoureux choisissent de garder leur emploi et quittent leur petit village pour s'installer et vivre ensemble à Bristol. C'est à Canninge Road, au numéro 44, qu'ils trouvent leur appartement. C'est donc très naturellement que Greg et Johanna emménagent ensemble en octobre 2010 dans cette belle bâtisse, ancienne maison bourgeoise anglaise qui a été divisée en appartements par leur propriétaire Christopher Jefferies. Finalement, malgré le fait d'avoir suivi leur première entreprise, tous les deux trouvent un emploi chez Building Design Partnership, dont les bureaux sont situés à moins de 2 km de leur appartement. C'est royal, ça leur évite de se lever à 6h du mat pour arriver au travail seulement à 9h, là en moins de 10 minutes, ils sont au boulot. Bon, du coup, d'après leur entourage, ils forment le couple parfait, sont très amoureux l'un de l'autre, c'est la première fois qu'ils vivent en couple et tout semble se dérouler à merveille. Mais ce bonheur parfait, il intrigue un peu les enquêteurs. Si vous avez l'habitude de regarder les HVF, vous savez que dans la majeure partie des affaires, le tueur se trouve parmi les proches de la victime. Alors forcément, la police s'interroge et la piste du petit ami violent est étudiée. Comme toujours dans ce genre d'affaires, les soupçons se penchent naturellement sur les personnes les plus proches de la victime. Ici, il s'agit de son compagnon Greg Reardon, avec qui, je le rappelle, Johanna est en couple depuis 2 ans. D'après son entourage, ils filent le parfait amour et forment un couple totalement assorti. Ils ont des passions communes, sont très attentionnés l'un envers l'autre et s'autorisent à aller passer des week-ends dans leurs familles respectives, chacun de son côté. On le sait, Greg n'était pas présent au moment de la disparition de Johanna. Mais est-ce que son alibi tient vraiment la route? Était-il vraiment à Sheffield, comme il l'affirme? Aurait
aurait-il quelque chose à voir dans la disparition de sa compagne? Le 22 décembre, les enquêteurs fouillent l'appartement et récupèrent le téléphone et l'ordinateur de Greg. Dans le même temps, des recherches terrestres sont lancées. Elles se concentrent sur plusieurs zones clés de la région, y compris les célèbres falaises qui surplombent la rivière Avon. Ce lieu à la fois majestueux et imposant est connu pour ses points de vue à couper le souffle, mais aussi pour son isolement inquiétant. Les enquêteurs, armés de lampes torches, explorent minutieusement les moindres recoins. Certains membres des équipes de recherche descendent les parois abruptes avec des cordes d'escalade, tandis que d'autres longent les sentiers escarpés en scrutant chaque fissure. Chaque pierre retournée et chaque buisson inspecté représente l'espoir infime de trouver un indice qui les rapprocherait de la vérité sur ce qui est arrivé à la jeune femme, mais celle-ci demeure toujours introuvable. Les enquêteurs écoutent alors les déclarations de son petit ami, vérifient ses dires et le retirent de la liste des suspects parce qu'il est formellement identifié sur des caméras de vidéosurveillance dans les stations-service où il s'est arrêté sur l'autoroute pour faire le plein de sa voiture, alors même que Joanna était en train de se volatiliser. De plus, tous les membres de sa famille confirment sa présence durant tout le week-end à Sheffield. Il ne s'est pas absenté entre son arrivée et son départ. C'est donc une première piste qui s'effondre, même si elle n'avait jamais réellement été prise au sérieux, que ce soit par son entourage ou par les autorités. Il fallait la vérifier. Sinon, on allait encore avoir des types qui traitent l'affaire 10 ans plus tard en critiquant le travail des enquêteurs. Quoi ? En attendant son retour, tous ses amis et toute sa famille se mobilisent pour la retrouver et partagent massivement sa disparition sur Facebook. Greg, ses collègues et ses proches créent un site internet qui lui est dédié. Des affiches sont imprimées et placardées partout dans les rues où Chris, le frère de Joanna, distribue des tracts. Un élan de solidarité défraie la nation tout entière. Ses parents font des déclarations régulières dans les médias où ils s'adressent à leur petite Jo, la suppliant de revenir. Crime Stoppers, une association luttant contre le crime, promet même la somme de 10 000 livres si quelqu'un peut apporter des informations qui mèneraient à la résolution de l'affaire. Et plus tard, le journal The Sun proposera la somme de 50 000 livres. L'enquête piétine, alors les parents lancent un nouvel appel. Cette fois, ils s'adressent directement au ravisseur potentiel et David prend la parole. Je dois croire qu'elle est vivante. Elle avait tellement de vie en elle. S'il s'avère que ce n'est pas le cas, je veux quand même la récupérer. Je veux quand même la tenir dans mes bras au moins une dernière fois. Je veux juste qu'elle revienne. Son père ajoute « Si elle est morte, dites à quelqu'un où elle se trouve. On veut qu'elle revienne, quoi qu'il en soit. » Ce qui mobilise la nation entière, c'est que Joanna est perçue comme la fille de Monsieur Tout-le-Monde. N'importe qui pourrait être ami avec elle. Elle et sa famille représentent la classe moyenne. Tout le monde peut s'identifier à eux. Alors l'Angleterre se mobilise. Tout le monde ne parle que de la fille de Bristol qui a disparu. Il en est de même pour les médias qui, en cette période de fête, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils vont alors s'emparer de l'affaire et s'installer à Bristol pour la suivre et la diffuser comme une série télévisée suivie par des millions de spectateurs. En attendant, les aiguilles continuent de faire le tour de l'horloge. Noël est là et personne n'a de nouvelles de Joanna. Lors de la messe de minuit à la Christ Church de Clifton, le petit quartier de Bristol où vit la jeune femme, le prêtre invite les fidèles à prier pour son retour. Le lendemain, leur vœu est exaucé, mais pas de la manière dont ils espéraient. Le matin du 25 décembre, toutes les familles anglaises ouvrent leurs cadeaux joyeusement, partagent une tasse de chocolat chaud, brunchent ensemble. Mais pour la famille de Joanna, c'est l'enfer qui continue. Ils prient pour que leur fille leur soit rendue, mais peu à peu, leurs espoirs s'amenuisent pour être totalement anéantis dans les minutes qui vont suivre. Il est 9h quand Daniel et Rebecca Burch promènent leur chienne Roxy à travers la campagne enneigée de Fayland à environ 5 km de l'appartement de Joanna. C'est en passant par Longwood Lane qu'ils font une découverte macabre. Sur un chemin de terre bordant une route isolée, le couple remarque avec horreur qu'une forme humaine semble être là, recouverte par la neige qui tombe depuis quelques heures. Le couple ne s'approche pas plus et prévient les autorités qui débarquent en trombe et brisent la tranquillité
tranquillité hivernale du jour de Noël. La route, bordée de haies et d'arbres nus, est connue pour être peu fréquentée, ce qui en fait un endroit idéal pour dissimuler un corps. En quelques heures, Longwood Lane devient le centre de l'attention médiatique. Caméras, journalistes et curieux affluent. Tout le monde se pose la même question à ce moment précis. Les directs tournent en boucle dans les foyers anglais. Est-ce que le corps retrouvé est celui de Johanna? Le corps est en position fétale, recouvert de feuilles et de neige, et repose contre un muret. Le t-shirt rose que portait la victime est relevé, dévoilant une partie de son sein. Rapidement, les enquêteurs constatent qu'il lui manque une chaussure et une chaussette. En regardant de plus près, les enquêteurs observent des traces de sang sur le mur, comme si quelqu'un avait voulu faire passer le corps par-dessus, mais sans y être arrivé. En début d'après-midi ce 25 décembre, après de multiples vérifications et confirmations, le verdict tombe et s'affiche sur toutes les chaînes. Le corps retrouvé est bien celui de Johanna. Il est impossible de décrire ce que ressentent ses proches à ce moment-là. Ses parents, son frère, ses amis, son petit ami, tous s'effondrent en larmes. Tous comprennent définitivement que Johanna ne reviendra pas et que pour le restant de leur vie, Noël ne sera plus jamais une fête, mais un jour de deuil. Le lendemain, l'autopsie est réalisée. Celle-ci s'avère compliquée suite aux conditions auxquelles le corps a été exposé. Il est resté gelé plusieurs jours et il est important de veiller à ce qu'il ne se décongèle pas trop vite pour ne pas perdre de preuves essentielles et donc que la décomposition ne soit accélérée. Malgré les difficultés de l'opération, on y apprend des informations intéressantes. Tout d'abord, la cause de la mort est la strangulation et 43 blessures ont été reportées. Certainement des coups de poing, 12 au niveau de la tête et du cou, 2 au tronc, 21 au bras et 4 aux jambes. Johanna n'a subi aucune agression sexuelle, mais surtout un ADN étranger est retrouvé sur la poitrine mais aussi derrière la jambe. Tout à coup, l'enquête pour disparition bascule dans une enquête pour meurtre. Et la découverte du corps de Johanna va donner lieu à une enquête massive qui va révéler au grand jour un scénario absolument sordide, vous faisant définitivement comprendre que le danger peut être partout, même au plus proche de chez vous, et que personne n'est à l'abri. Un tueur si proche. Comme de l'ADN inconnu a été retrouvé sur le corps de Johanna, les enquêteurs tiennent une preuve solide et ont bon espoir de résoudre cette affaire. C'est pourquoi Kerry McCarthy, une députée, souhaite que l'ADN de tous les hommes de Bristol soit prélevé, ce qui revient à environ 250 000 personnes. Dans le journal du Sunday Express, elle déclare « Je comprends que certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une atteinte à leur vie privée, mais je pense que la plupart des gens comprendraient que les tests à l'échelle de la ville pourraient faire sortir le tueur de sa cachette. Beaucoup de gens s'inquiètent que cette personne soit toujours dans les rues de Bristol et il est important qu'elle soit attrapée dès que possible. » Cette demande rappelle un autre crime ayant également eu lieu à Noël 1995. Louise Smith, une adolescente de 18 ans, quitte une boîte de nuit de Yette près de Bristol et s'évapore. 8 semaines plus tard, Louise est retrouvée par 2 adolescents. Elle a été violée et assassinée. Comme Johanna, elle a été étranglée et retrouvée en pleine nature. Pour retrouver son meurtrier, une énorme collecte ADN est organisée sur près de 4500 hommes, des habitants à proximité de la victime, mais aussi des criminels et délinquants sexuels connus dans la région. La démarche permet d'identifier un suspect, David Frost, un étudiant de 22 ans qui par 2 fois évite le test ADN et part en Afrique du Sud pour un stage. La police britannique demande alors à la police sud-africaine de prélever son ADN et ça match. Il est bien le violeur et le tueur de la jeune Louise. Il aura tout de même fallu attendre 14 mois, mais en 1997, il retourne au Royaume-Uni et se fait directement arrêter. En février 1998, il est condamné à la prison à vie. Cette demande dans le cadre de l'affaire de Johanna est soutenue par Gillian, la mère de Louise, qui demande à tous les hommes de se soumettre au test. Et en attendant les résultats, les enquêteurs remarquent que le dossier de Johanna Yeats permet de déterrer d'autres cold cases qui présentent de troublants points communs avec notre victime et leur font possiblement penser qu'un tueur en série peut sévir
sévir dans les environs. Le 19 janvier 1974, le corps de Glynis Carruthers est retrouvé à l'extérieur du zoo de Bristol après avoir été vu en compagnie d'un jeune homme. Durant la soirée, elle participait à une fête d'anniversaire située à moins d'1 kilomètre de l'appartement de Johanna. A priori, elle se rendait dans une cabine téléphonique quand elle a rencontré son meurtrier. Tout comme Johanna, Glynis n'a pas été agressée sexuellement. La cause de la mort est la strangulation et elle était pieds nus quand on l'a retrouvée, tout comme il manquait une chaussure à la jeune paysagiste. Le 18 mars 2009, Claudia Lawrence, une jeune femme de 35 ans, se rend à l'université de York, une ville au nord de l'Angleterre, pour prendre son poste de cuisinière. Sa voiture étant en réparation, elle est forcée d'y rendre à pied. Mais sur le trajet, elle disparaît mystérieusement. Son corps n'a jamais été retrouvé. Enfin, le dossier de Mélanie Hall, 25 ans, est également réexaminé. Le 9 juin 1996, Mélanie, une employée de bureau, est portée disparue après une soirée en boîte de nuit à Bath, une ville située à 25 km de Bristol. Ses os et son crâne seront retrouvés dans un sac poubelle le 5 octobre 2009. Une corde sera également retrouvée sur le corps de la victime et de l'ADN y sera détecté, mais le meurtrier de Mélanie court toujours. Ce crime intéresse particulièrement les enquêteurs à cause du profil des deux femmes. Tous les deux ont 25 ans, sont relativement petites, minces et jolies. Elles ont un emploi, un petit ami, des amis, elles sont donc bien intégrées dans la société. Mélanie disparaît après une soirée en boîte, tandis que Johanna disparaît après avoir bu un verre avec ses collègues. Bon, finalement, la piste du tueur en série va très rapidement être mise de côté parce que les enquêteurs ne vont rien trouver et ils vont s'intéresser à une autre théorie qui circule dans le PMU d'à côté. Et si Johanna avait un amant? Bah oui, puisque personne n'est entré par effraction, elle a donc ouvert sans se méfier et en toute logique, elle aurait pas eu à se méfier d'un petit ami secret. En plus, Greg était absent tout le week-end, elle aurait pu en profiter pour l'inviter chez elle et faire quelques galipettes, histoire de fêter Noël. Alors, les enquêteurs fouillent dans ses appareils électroniques, interrogent ses amis, ses collègues, etc. Mais cette piste ne tient pas la route, les enquêteurs ne trouvent aucune preuve d'un amant secret. D'ailleurs, la meilleure amie de Johanna, Rebecca Scott, avait directement balayé cette théorie qui, selon elle, n'était pas crédible tant Johanna était amoureuse de Greg. En attendant, l'enquête galère pas mal. Johanna est décrite comme timide, assez méfiante et n'aurait pas laissé entrer n'importe qui chez elle, puisqu'on sait qu'elle est rentrée et qu'elle a ouvert sa porte parce qu'on n'a pas de signe d'effraction. En plus de ça, le tueur devait forcément savoir que Greg serait absent parce que ce genre de lâche, s'attaque pas aux hommes et devait avoir repéré Johanna depuis quelque temps. C'est en partant de ce constat qu'un suspect commence à attirer l'attention. Quelqu'un à qui les enquêteurs ont déjà eu affaire puisque ce n'est pas un inconnu pour Johanna. Quelqu'un qui existe dans son paysage. Quelqu'un dont on a déjà parlé très rapidement. Christopher Jefferies, le propriétaire de l'appartement du couple mais aussi voisin du dessus. Plusieurs éléments tendent vers lui. Il possède les clés, il n'y a pas eu d'effraction dans l'appartement, il aurait donc très bien pu ouvrir la porte. Ou alors, Johanna aurait aussi pu le faire rentrer puisque c'est quelqu'un qu'elle connaît et en qui elle a suffisamment confiance pour lui ouvrir la porte pour une quelconque raison. Christopher aurait pu prétexter un problème dans le logement pour venir aussi tard. Mais surtout, le matin de la disparition, il a aidé Greg à démarrer sa voiture et celui-ci lui a expliqué qu'il partait tout le week-end pour rendre visite à sa famille. Christopher, le propriétaire, sait donc qu'il sera absent et que Johanna sera seule chez elle. Il coche toutes les cases du parfait suspect. Le 30 décembre à 7h du matin, les enquêteurs débarquent chez lui. Toc toc toc, il est arrêté immédiatement. Christopher Jefferies est né en janvier 1944. Il est donc âgé de 65 ans au moment des faits. Il est le propriétaire de 3 appartements, un dans lequel il vit et les 2 autres qu'il loue. À partir de 1967, il devient professeur de littérature anglaise au Clifton College de Bristol. En 2010, il est déjà à la retraite depuis 9 ans. C'est un homme pour le moins original, il n'est pas marié, il vit seul, sans télévision et on ne connaît pas grand-chose sur sa vie privée. Le fait qu'il possède les clés de l'appartement, qu'il était au courant de l'absence de Greg, sa proximité avec la victime et sa personnalité atypique entraînent son arrestation le 30 décembre au matin. De plus, son alibi est fragile, il dit être allé à la salle de sport, on le voit revenir sur les caméras de surveillance quasiment en même temps que Johanna. Puis il dit être resté chez lui
toute la soirée pour lire, mais bien évidemment aucun témoin ne peut confirmer ses dires et manque de bol, les livres ne parlent pas. D'ailleurs, à 2 reprises, il tente de contacter les enquêteurs pendant l'enquête afin d'embellir sa version, mais ces tentatives ne font qu'accroître leurs soupçons. D'après lui, il expliquera qu'il s'est simplement souvenu de détails auxquels il n'avait pas pensé lors de sa première déposition et qu'il a jugé important de compléter sa version des faits. Durant de longues heures, Jefferies est soumis à un interrogatoire des plus intenses. Les policiers tentent de le pousser à avouer ou à donner des informations incriminantes. Ils lui posent des questions répétitives et parfois accusatoires sur son emploi du temps et ses mouvements au moment de la disparition de Johanna. Ils cherchent également à en apprendre plus sur sa sexualité ambiguë et même son rapport à l'alcool ou la drogue. Sa personnalité particulière et ses comportements farfelus ne jouent pas en sa faveur et sont interprétés comme des signes de culpabilité. Son attitude de professeur et son ton parfois condescendant voire hautain tapent sur les nerfs des enquêteurs. C'est clairement 2 mondes qui s'opposent et qui ne se comprennent pas. D'un côté, l'universitaire éloquent qui utilise un vocabulaire riche et de l'autre, les enquêteurs qui se concentrent sur l'essentiel avec un langage direct privilégiant l'efficacité à la rhétorique. Son appartement et sa voiture sont également fouillés et dans l'armoire de cuisine, on retrouve une paire de baskets tachées de sang. Mais attendez avant de crier derrière votre écran, c'est pas fini et vous risquez d'être surpris. Et peut-être pas dans le bon sens. Mis au courant de son arrestation, les tabloïds anglais vont littéralement se déchaîner et c'est une tempête médiatique qui va s'abattre sur l'ancien professeur. Des journaux comme The Sun, The Daily Mail ou encore The Daily Mirror contactent ses anciens élèves et ses anciens locataires pour en dépeindre un portrait effroyable et pousser l'opinion publique à croire en sa culpabilité. On est à peine quelques heures après son arrestation, les médias n'ont aucune information particulière mais ils ont déjà décidé qu'il était coupable. Ses élèves le décrivent comme un enseignant vraiment bizarre, solitaire, obsédé par des poèmes sur la mort et qui n'hésite pas à faire des remarques sexuelles, tandis que ses anciens locataires parlent d'un propriétaire curieux, voyeur, qui observe ses voisins, mais les gens mal à l'aise et n'hésitent pas à pénétrer chez eux sans autorisation. L'un d'entre eux expliquera même que Christopher Jefferies ne les a pas autorisés à installer des rideaux chez eux pour pouvoir continuer à les espionner. Même son apparence physique et son look sont passés au peigne fin, en particulier ses longs cheveux blancs qu'il teignait en bleu à l'époque où il était professeur, ce qui surprenait évidemment tout le monde. La presse utilise cet argument pour insister sur son côté bizarre qui d'après eux serait preuve de sa culpabilité. Les journalistes n'hésitent pas à utiliser des expressions comme l'homme aux cheveux étranges ou le professeur excentrique pour le ridiculiser et le montrer comme le coupable idéal qui se cachait dans l'ombre. Même les poèmes qu'il faisait lire aux élèves sont décortiqués et les plus macabres sont diffusés dans la presse. Eh ben, faudrait pas que je sois suspecté de quoi que ce soit un jour parce que vu mes vidéos, là je suis foutu. D'autres anecdotes sur sa vie ressortent et l'enfoncent dans cette image déjà bien ternie. L'ancien propriétaire de l'appartement que Christopher a racheté était enseignant lui aussi. Il a été emprisonné pour des faits liés aux enfants. De par ce fait, Christopher est alors montré comme l'ami d'un pédo et s'il est ami avec, c'est que lui aussi en est un. Tout ce faisceau d'indices ne suffit pas à prouver sa culpabilité et heureusement parce que si on devait à chaque fois condamner un homme sur la seule base qu'il est jugé bizarre par l'opinion publique, on s'en sortirait pas. Alors les enquêteurs partent à la recherche de preuves concrètes, notamment en analysant la paire de baskets retrouvée dans la cuisine. Mais la quantité du sang étant insuffisante et de mauvaise qualité, son expertise n'aboutit à rien et Christopher ne s'explique pas vraiment. Il a peut-être fait la cuisine ou il s'est baladé en forêt, il a marché dans un truc. Ils prélèvent alors son ADN pour le comparer à celui retrouvé sur le corps de la victime et les résultats ne tardent pas à tomber. Cette fois, ça y est, les enquêteurs ont obtenu la preuve ultime. Le labo le confirme, l'ADN de Christopher Jefferies ne correspond pas à celui retrouvé sur Johanna. Il est donc totalement innocent, voilà, pas besoin de prendre la grosse voix. Après 2 jours d'interrogatoire le 1er janvier 2011, Monsieur Jefferies, le propriétaire, est relâché, alors même que son image a été démolie dans tous les médias du pays et que les enquêteurs à la base n'avaient même pas communiqué sur lui.
Bonne année. En revanche, il ne peut pas retourner chez lui, ce serait bien trop dangereux d'après les enquêteurs, puisque suite à l'acharnement médiatique qu'il a subi, il continue d'être persécuté par les journalistes, mais surtout, il devient une cible facile car il est maintenant reconnu par tout le monde. Et peu importe si son ADN ne matche pas, il reste pour le moment la seule personne à avoir été mise en garde à vue dans cette affaire, donc reste suspect pour l'opinion publique. Jusqu'au mois d'avril, il va vivre chez des amis quasiment confiné pour éviter tout risque d'agression. Quelques jours plus tard, Greg prend sa défense. La vie de Johanna a été tragiquement écourtée, mais les accusations et la diffamation par les médias publics et les médias d'information d'un homme jusqu'ici innocent sont honteuses. Ça m'a beaucoup fait perdre confiance dans la moralité de la presse britannique. J'espère qu'à l'avenir, les médias auront un point de vue plus sensible et impartial à l'égard de ceux qui sont impliqués dans ces événements aussi déchirants. Malheureusement, peu de journaux partageront les propos du petit ami de Johanna. Après son innocence établie, des anciens élèves et collègues vont venir soutenir Christopher en le décrivant comme un homme bon, intègre, très cultivé, qui se soucie réellement des autres et de leur bien-être. Ces témoignages positifs vont permettre de contrebalancer l'image injuste qui avait été diffusée à grande échelle. Comme il l'expliquera plus tard, sa réputation a été détruite, mais heureusement pour lui, il était déjà à la retraite. Si ces événements s'étaient produits durant sa carrière dans l'enseignement, il aurait très probablement perdu son poste et les conséquences auraient été encore pires. L'innocence de Monsieur Jefferies n'empêche pas l'enquête d'avancer parce que durant son interrogatoire, les enquêteurs ont reçu un appel intrigant. Un appel qui va permettre à un homme de sortir de l'ombre. Un certain Vincent Tabak, le jeune voisin de 32 ans de Johanna. Depuis la disparition et le meurtre de Johanna, Vincent Tabak suit l'affaire avec une grande attention, notamment l'arrestation de son propriétaire, qui est donc aussi le sien vu que Jefferies a tout le petit immeuble. Hollandais d'origine, il est reparti aux Pays-Bas pour les fêtes de fin d'année et c'est là qu'il passe un coup de téléphone à la police de Bristol. Il tient à aider les enquêteurs et dit se souvenir d'avoir vu Christopher Jefferies venir le jour de la disparition de Johanna et que le lendemain matin, sa voiture était garée dans l'autre sens, donc il a forcément bougé dans la nuit. Le 31 décembre, Karen Thomas, une enquêtrice, souhaite l'entendre. Elle prend alors un vol pour Amsterdam et le rencontre dans un hôtel durant 6 heures. Pendant cette longue discussion, Vincent Tabak s'intéresse de près à l'enquête, de très près même, peut-être de trop près. Tout au long de la rencontre, il pose énormément de questions sur les analyses scientifiques. Puis, il change sa première version de l'histoire où il prétendait être sorti une fois le soir de la disparition de sa voisine. Dans cette nouvelle version, il raconte être sorti 2 fois finalement. Une première pour faire des courses et une deuxième pour prendre des photos de la neige. Il sous-entend même être passé devant chez Johanna et que tout semblait bien aller, rien à signaler d'après lui. Parfois, il est complètement évasif dans ses réponses et parfois il est d'une précision d'horloger. Son comportement troublant interroge Karen Thomas. Elle sent qu'il en sait plus qu'il ne le dit. L'enquêtrice continue de le faire parler et le met en confiance suffisamment pour qu'il accepte un prélèvement ADN. Dès le lendemain, Vincent Tabak prend un avion et revient à Bristol plus inquiet que jamais. Mais la machine judiciaire est déjà en route. Les enquêteurs ont leur nouveau suspect. Le mercredi 20 janvier 2011, les enquêteurs arrêtent Vincent Tabak aux alentours de 6 heures du matin. Afin d'éviter que les médias ne s'en mêlent et ne reproduisent le même schéma que Monsieur Jefferies, les enquêteurs l'arrêtent en toute discrétion. Tous ses appareils électroniques sont emportés, téléphone, ordinateur de bureau, portable et disque dur externe. Les données sont directement analysées et révèlent l'inimaginable. 6 jours avant la découverte du corps, Vincent Tabak faisait des recherches sur Google Street View dans la rue où Johanna a été retrouvée. Il a même zoomé sur le lieu exact où son corps a été déposé. Il a également fait des recherches sur le temps de décomposition d'un corps exposé à certaines conditions climatiques. Mais surtout, on retrouve des milliers d'images dans lesquelles des femmes sont ligotées, bâillonnées, torturées, soumises à des violences extrêmes, dont la strangulation et même des images d'enfants. En fouillant encore, on se rend compte que Vincent faisait de nombreuses recherches sur le crime et Johanna, tout en faisant des pauses tout
tous les quarts d'heure pour consommer des vidéos pour adultes. Parmi toutes ces images, l'une d'entre elles va particulièrement frapper les enquêteurs et révéler les inquiétantes obsessions du suspect. Une femme vêtue d'un t-shirt rose presque identique à celui que portait Johanna le soir de sa disparition apparaît dans une scène explicite. Le plus troublant, l'actrice partage une étrange ressemblance avec Johanna. Plus troublant encore, on la voit y soulever son t-shirt de la même manière que Johanna a été retrouvée avec le t-shirt en partie relevé. Pour les enquêteurs, ce n'est pas une coïncidence. Cette découverte s'inscrit dans un schéma inquiétant, une fascination pour les jolies jeunes femmes blondes associées à des fantasmes de domination. Ces éléments viennent consolider leur vision de Vincent Tabak comme un prédateur calculateur agissant sur des pulsions morbides. De ce fameux t-shirt rose, des fibres sont retrouvées dans le coffre de sa voiture. Le manteau du suspect est également analysé et on y retrouve des fibres du t-shirt rose et des fibres du manteau sont également retrouvées sur les vêtements de Johanna. Les deux ont donc été en contact comme si Vincent avait porté Johanna par exemple. La police scientifique poursuit l'analyse de sa voiture. Une Renault Mégane grise et du sang est retrouvé dans le coffre ainsi que sur la serrure de celui-ci. Ce sang est sans le moindre doute possible après analyse celui de Johanna. Les caméras de surveillance de la ville montrent que Vincent s'est déplacé à 2 reprises pendant la soirée du meurtre, mais on reviendra en détail juste après sur le scénario de la nuit d'horreur qu'a vécu Johanna. Les preuves s'accumulent contre Vincent Tabak, le voisin d'en face. Sans le coup de fil qu'il a passé aux enquêteurs, jamais il n'aurait été soupçonné aussi vite car bien que l'ayant rencontré, les agents ne l'avaient pas cru capable de telles horreurs. Il avait réussi à cacher son côté sombre. Bien intégré dans la société, il travaille, vit avec sa petite amie et paraît poli, respectueux, aimable. Personne n'aurait imaginé que derrière cette façade irréprochable se cachait un individu capable des pires atrocités. Et c'est sa normalité qui choque l'opinion publique. Même ses proches ne se doutaient de rien, pas même sa petite amie avec qui il vivait. C'est terrifiant de se dire que l'on est entouré de ce genre de tarés qui se fondent dans le décor, prêts à tuer dès que possible. Les enquêteurs comprennent à ce moment-là qu'ils ont mis la main sur une personnalité complexe qui cache clairement un deuxième visage que personne n'avait repéré. Ils s'intéressent donc de plus près à Vincent et tentent de percer ses secrets pour comprendre qui il est vraiment et surtout a-t-il déjà été dangereux par le passé. Vincent Tabak est né à Wegel, un petit village des Pays-Bas, le 10 février 1978. Il est le petit dernier d'une famille de 3 sœurs et un frère. Sonja et Gérald, ses parents, l'ont eu sur le tard et sont de fait plus âgés que la moyenne. Il y a peu d'informations sur son passé, mais il est décrit par ses anciens voisins comme un enfant extrêmement renfermé, introverti, timide et solitaire. Alors que les autres enfants du quartier jouent ensemble dans les rues, lui reste enfermé dans sa chambre. Et très tôt, il est confronté et fasciné par les vidéos pour adultes. Derrière sa timidité et sa solitude se cache un enfant pourvu d'une grande intelligence qui brille par ses résultats scolaires, tout comme ses frères et sœurs qui ont de belles situations. L'une est médecin et son frère est ingénieur civil. Il poursuit ses études et en 1996, il intègre la prestigieuse université d'Eindhoven où il obtient un master en architecture, construction et aménagement. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu de relation amoureuse et étant installé près des quartiers de prostitution, il commence à développer une certaine fascination pour ces femmes. En 2003, il entame une thèse de doctorat sur l'utilisation de l'espace dans les immeubles de bureaux et les espaces publics qui sera publiée en 2008. Il n'a toujours pas de petite amie et les interactions sociales lui sont toujours aussi difficiles. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis qu'il est entré à l'université où il menait une vie solitaire. Cette période n'a fait que l'enfoncer dans sa solitude et il ne parvient toujours pas à s'épanouir socialement. Il se met alors à observer les gens autour de lui, à retenir leur comportement, puis à les imiter pour paraître le plus normal possible. En 2007, il part s'installer au Royaume-Uni et travaille pour l'entreprise Bureau Appold, une société de conseil en ingénierie à Bath, une ville à 40 minutes de Bristol. En 2008, il parcourt les sites de rencontres et fait la connaissance de Tanja Morson, une analyste financière qui devient sa première petite amie alors qu'il a déjà 30 ans. Tous les deux partagent une passion pour la course à pied et ils s'installent ensemble en juin 2009 à Clifton, dans la banlieue de Bristol et louent un appartement à Christopher Jefferies. Tout semble prouver que Vincent mène une vie stable, celle de Monsieur Tout-le-Monde,
monde, mais cette vie rangée n'est qu'une apparence. En réalité, Vincent mène une double vie. Il part régulièrement en voyage d'affaires et profite de ces moments pour entrer en contact avec des escortes et consulter des sites de prostitution. C'est notamment le cas lors d'un voyage à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre en mai 2010, où il a réservé une journée supplémentaire dans son hôtel. Et c'était pas pour travailler, si vous voyez ce que je veux dire. Le 25 octobre 2010, Joanna Yates et Greg Reardon s'installent dans l'appartement d'en face et deviennent alors les voisins de Vincent Tabak et de Tanja Morrison. Les deux couples ne se fréquentent pas et ne font que se croiser de temps à autre. Mais Vincent, nourri par ses fantasmes et par les vidéos qu'il visionne régulièrement en l'absence de sa petite amie, commence à ressentir quelque chose d'étrange, une sorte de pulsion. Joanna l'attire, elle ressemble tant aux filles des vidéos qu'il regarde. Au fil des semaines, ses fantasmes grandissent et il devient complètement obsédé par sa jeune voisine qui l'observe rentrer dans le couloir de l'immeuble après sa journée de travail. Le soir, il aime sortir de son appartement et coller son oreille à la porte de chez Joanna pour écouter les conversations du couple ou entendre des moments plus intimes qui l'excitent au plus haut point. Joanna et Greg ne se doutent pas une seule seconde que leur voisin est un pervers et que dans quelques semaines, il va commettre l'horreur absolue. Malgré le nombre de preuves accumulées contre lui, Vincent nie le meurtre et prétend même que la police scientifique est corrompue et qu'ils ont reçu des pots de vin pour le faire accuser. Le problème est qu'il est dans une très mauvaise posture entre les fibres de t-shirt retrouvées sur son manteau et dans sa voiture. Les résultats ADN tombent et les experts sont formels. L'ADN masculin retrouvé sur le corps de Joanna match avec l'ADN de Vincent qui est officiellement accusé du meurtre de la jeune femme. Inculpé dans une prison à 1 heure au nord de Bristol le 24 janvier, il est mis dans un service particulier où il est surveillé 24 heures sur 24 pour être sûr qu'il reste en vie jusqu'au procès, puisque la famille de Joanna veut des réponses, veut savoir pourquoi, mais aussi comment leur fille est morte, quels ont été ses derniers instants. C'est là qu'il fait la connaissance de Peter Brotherton, l'aumônier de la prison. Un aumônier, c'est un religieux qui apporte du soutien aux détenus, souvent en les aidant à trouver du réconfort spirituel. Le 8 février, il se confie à lui. J'ai quelque chose de choquant à te dire. Dis-moi et après on verra. Ça concerne la fille de Bristol? Oui, je vais plaider coupable. Tu es désolé pour ce que t'as fait? Oui, je sais pas comment je vais annoncer ça à ma petite amie. Tu veux qu'on fasse une prière? Non. Bon, mais comme t'es pas religieux, je dois pas garder cette information secrète. Je vais rien vous dire d'autre de toute façon. L'aumônier lui donne une prière qu'il a écrite, lui serre la main et quitte la pièce. Pour la criminologue Elizabeth Yardley qui s'est intéressée à son cas, Vincent à ce moment-là n'a aucun remords pour la victime, mais plutôt pour lui-même d'en être arrivé là. En avouant, il cherche la meilleure issue pour lui, il veut obtenir la peine la plus faible possible, sachant qu'il ne va pas s'en sortir. En attendant que le procès débute, les enquêteurs dévoilent la reconstitution définitive du meurtre de Joanna et de l'horreur qu'elle a vécue cette nuit-là aux mains de son voisin. Le 17 décembre aux alentours de 20h50, Joanna rentre dans son appartement, heureuse en cette période de fête. Elle accroche son manteau dans l'entrée, pose son sac et se dirige vers la cuisine pour allumer le four. La journée a été suffisamment longue, elle a pas envie de cuisiner ce soir, elle mangera simplement une pizza toute prête. Miam miam. Elle ouvre une bouteille de cidre et en boit une gorgée quand soudain, on frappe à la porte. Elle se dirige pour ouvrir et découvre qu'il s'agit de Vincent Tabak, son voisin. Un peu surprise, Joanna ne sait pas vraiment comment réagir. Elle est seule chez elle, Vincent a un regard étrange et ne dit pas grand-chose. Il demande simplement si Greg est là, il a un souci dans son appart, a besoin d'aide. Joanna répond que non, il est absent pour le week-end. Vincent pousse la porte et s'avance. Au moment où il pénètre dans l'appartement, il est envahi de pensées, de pulsions sexuelles. Pour lui, chaque mot, chaque mouvement, chaque regard de Joanna est un appel. Il en est profondément convaincu, elle le veut. Et maintenant, c'est pour ça qu'elle recule dans le fond de la pièce, non pas par peur, mais pour l'inviter, comme dans les films qu'il regarde tous les jours. Rapidement, il lui fait des avances et Joanna ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qu'il lui veut? Il est taré ou quoi? Il sait qu'elle a un copain, elle lui demande de partir. Elle l'a pas invité, pourquoi est-ce qu'il entre comme ça chez elle? Joanna commence à avoir peur, son instinct de survie s'active. Du côté de Vincent, les images des vidéos qu'il regarde tournent en boucle dans sa tête. Il n'a qu'une envie, reproduire la même chose. Il tente de l'embrasser mais elle refuse et le rejette. À partir de là, c'est une véritable tempête qui
s'abat sur lui, tout devient incontrôlable et une immense colère se déchaîne. Il sent la rage l'envahir jusque dans ses veines. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est sérieuse? Elle me chauffe depuis des semaines à marcher langoureusement dans le couloir. Quand elle entre chez elle, elle se penche bien pour enlever ses chaussures avant de rentrer. Elle fait tout pour m'exciter, me dit même que son copain est pas là et elle change d'avis. Je peux pas accepter ça. Si je la laisse, elle va me balancer, c'est sûr, tout le monde croira que je suis un monstre, un pervers, un obsédé. Vincent se jette sur Johanna et se met à la frapper. Si elle ne veut pas de lui, personne ne doit savoir qu'il est venu ici. Il frappe le plus fort possible, encore et encore. Johanna lutte comme elle peut, mais seule au milieu de son appartement, elle n'a rien pour se défendre. Alors elle crie. Les voisins l'entendent, mais aucun ne viendra voir ce qu'il se passe. Trop tard, à bout de force et complètement sonnée par les coups, Johanna s'effondre à moitié inconsciente. Vincent passe alors ses mains autour de son cou et serre le plus fort possible. Au bout de longues minutes, il ne sent plus le pouls de Johanna. C'est terminé. En moins d'1 heure, c'est toute une vie qui vient d'être gâchée, des rêves, des espoirs, des joies, des amours qui s'envolent à jamais à cause d'un seul homme. Vincent ne perd pas de temps, sa copine est absente, il en profite. Il attrape le corps de Johanna et l'emmène chez lui. Ensuite, il retourne chez elle pour éteindre le four et la télévision, mais aussi pour nettoyer la scène de crime et récupérer la pizza ainsi que la chaussette qu'elle avait perdue et qui lui manquera lors de la découverte de son corps. Il dira les avoir jetées dans une benne à ordures. Près de 300 tonnes de déchets seront ensuite analysés, mais ces objets ne seront jamais retrouvés. Il en profite également pour envoyer un SMS à Tanja, sa petite amie qui est sortie ce soir avec ses collègues. Il est convenu que Vincent vienne la chercher une fois la soirée terminée. Dans le message, il lui dit qu'elle lui manque beaucoup et qu'il s'ennuie sans elle, alors même qu'il vient d'étrangler à mort sa voisine qui gît désormais dans leur lit. Étant donné que Tanja doit rentrer en fin de soirée, Vincent le sait, il ne peut pas garder le corps de Johanna alors qu'il aurait tant aimé en profiter un peu, mais pas question de se faire prendre. Et puis, il a tué une fois, c'était si simple, il n'aura qu'à recommencer. Il place le corps de Johanna dans une housse à vélo et la dépose dans sa voiture sans se faire voir. Puis, il se rend dans un supermarché Asda pour y acheter du gros sel, des chips et de la bière, toujours avec le corps de Johanna dans sa voiture. Il passe à plusieurs reprises devant les caméras, uniquement pour se forger un alibi. À 22h30, il renvoie un message à Tanja lui disant qu'il a hâte de venir la chercher et à nouveau qu'il s'ennuie. Il reprend sa voiture et roule pendant environ 5 km avant de s'arrêter pour déposer le corps. Il tente de faire passer Johanna par-dessus le mur, mais plus habitué à entraîner son poignet que ses bras, il n'y parvient pas. Alors il la dépose et la recouvre de feuilles et de brindilles, là même le sol, le long d'une route paumée et boueuse. Puis il rentre chez lui pour reprendre le cours de sa vie comme si de rien n'était. Dès qu'il revient dans son appartement, il prend son ordinateur et visite des sites pour adultes, mais effectue également des recherches sur les peines de prison octroyées dans le cas de meurtre ou d'homicide involontaire. C'est également à ce moment-là qu'il fait des recherches sur la décomposition des corps. À 1h30, il part chercher Tanja qui n'imagine pas une seule seconde le déroulé de la soirée de son petit ami. À aucun moment elle n'imagine qu'il a tué et transporté le corps de leur voisine. C'est inimaginable pour elle, jamais Vincent n'a été violent envers elle, ni n'a montré sa vraie personnalité. Le soir de Noël, il passe les fêtes chez ses beaux-parents à Cambridge à suivre comme beaucoup d'Anglais l'avancée de l'enquête, disant haut et fort que c'est vraiment horrible et que Johanna était une voisine si gentille et discrète. Le 5 mai 2011, Vincent Tabak plaide coupable d'homicide involontaire. Voilà, il le dit, il a pas fait exprès de tuer Johanna d'après lui et prépare sa défense. Le 4 octobre 2011, son procès s'ouvre. Vincent Tabak en profite pour s'expliquer sur la mort de Johanna. Il prétend que c'est elle qui lui a proposé de passer boire un verre chez elle. Ils se seraient croisés et il lui aurait expliqué qu'il était seul chez lui et elle lui aurait dit qu'elle aussi. Selon lui, elle lui aurait fait des avances et aurait tenu des propos explicites. Alors qu'ils échangeaient sur son animal de compagnie, Johanna lui aurait dit que le chat allait parfois dans des endroits, je cite, où il ne devrait pas aller, un peu comme moi. Il aurait alors tenté de l'embrasser, Johanna aurait
aurait eu peur et il aurait paniqué par peur de perdre sa petite amie et de se faire frapper par Greg. Son avocat William Clegg l'interroge alors sur la suite des événements. J'ai mis ma main sur sa bouche et l'autre main sur son cou. J'étais paniqué. Je voulais arrêter ses cris. Je voulais la calmer. Et vous avez eu l'intention de la tuer? Non, certainement pas. Vous avez eu l'intention de lui causer de graves dommages? Non, pas du tout. Je vous rappelle quand même que l'autopsie a répertorié plus de 40 blessures, mais je vous laisse vous faire votre propre opinion, moi je raconte juste l'histoire. L'avocat, William Clegg, demande ensuite combien de temps Vincent a gardé sa main autour de son cou. Je pense moins d'1 minute. L'avocat lui demande alors de revivre le moment au tribunal, de fermer les yeux et d'estimer combien de temps il a tenu. Vincent ferme les yeux une vingtaine de secondes. L'accusation va alors se servir de ce fait contre lui en plaçant un décompte de 20 secondes, permettant au jury de réaliser la longueur du temps et leur permettant de comprendre que Vincent avait largement le temps de réaliser son acte et d'arrêter ce qu'il faisait. Le procureur Nigel Lickley insiste également sur le fait que Johanna dépasse à peine le 1,60 m alors que Vincent mesure 1,85 m et qu'il en a donc profité pour avoir le dessus. De plus, sa déclaration a été vue comme une stratégie de défense. Le jury n'a pas cru à l'idée d'une invitation spontanée, d'autant que l'accusation a mis en avant son caractère manipulateur et calculateur. Le fait qu'il ait déplacé le corps de Johanna, qu'il ait nettoyé la scène et qu'il ait menti par la suite a renforcé l'idée d'une intention délibérée de cacher son crime, sans oublier sa tentative cynique d'impliquer Christopher Jefferies dans le meurtre alors qu'il le savait parfaitement innocent. La défense de Vincent ne convainc personne, tout le monde le voit pour ce qu'il est vraiment, un pervers, manipulateur, obsédé, ayant de graves problèmes de contrôle de lui-même, qui pendant des semaines a fantasmé sur sa voisine. Il a un profil jugé ultra dangereux puisqu'à la première occasion, alors que sa petite amie n'était pas là et que Greg était absent, il est entré chez Johanna pour l'étrangler. Sans son ADN retrouvé sur la scène de crime, il ne fait aucun doute qu'un jour ou l'autre, toujours motivé par ses fantasmes sordides et ses pulsions, il aurait tué de nouveau. Johanna n'a pas été abusée pour une seule raison d'après l'accusation. Vincent n'en avait simplement pas le temps. C'était son tout premier meurtre, il a paniqué, sa petite amie devait rentrer à la fin de la soirée, alors il a nettoyé la scène de crime et s'est débarrassé du corps. Mais l'excitation était bien là puisqu'après avoir abandonné Johanna le long d'une route, il lance une vidéo sur son ordinateur une fois chez lui. Les experts psychiatriques expliqueront que Tabak a deux visions de la femme, la sainte et la prostituée. Il n'y a pour lui aucun entre deux et il classe inconsciemment peut-être les femmes de son entourage dans ces deux catégories. Il a alors rangé sa mère, sa sœur et sa petite amie dans la première catégorie, les femmes saintes, tandis que Johanna était dans la seconde, probablement à cause de sa ressemblance physique avec les fantasmes glauques qui l'alimentaient. Le 20 octobre, Vincent Tabak s'excuse auprès de la famille de Johanna pour leur avoir fait passer, je cite, une semaine d'enfer après avoir étranglé leur fille. Le 28 octobre, sans surprise, le jury le reconnaît coupable et le juge le condamne à la prison à vie avec une peine minimale de 20 ans à purger avant de pouvoir demander une libération sous condition. Suite au procès, Greg ainsi que la famille de Johanna seront félicités par les enquêteurs pour la dignité dont ils ont fait preuve. Le petit ami déclara au journal The Sun: Le procès a été un cauchemar, mais on a dû tous serrer les dents et le traverser. C'était surréaliste de faire face à Vincent Tabak au tribunal. Je devais juste rester calme et m'en sortir. Après la fin du procès, j'ai ressenti une grande libération de tension, mais ça m'a juste laissé un peu engourdi et vide. Cependant, j'étais content du résultat. David et Teresa seront plus mitigés que Greg et déclareront regretter que le pays n'applique plus la peine de mort et que de toute manière, ils n'ont jamais considéré le procès comme un processus de justice pour Johanna. Ils poursuivent: Le mieux que nous puissions espérer pour lui est qu'il passe le reste de sa vie en prison et que ce soit un enfer. Notre principal chagrin est que Joe ne soit pas autorisé à fonder sa propre famille, à avoir des enfants et à réaliser son potentiel. Nous ne nous remettrons jamais de notre perte, de la façon dont elle a été assassinée et du manque total de respect avec lequel son corps a été traité. Entendre sa voix heureuse et la voir vivre pleinement sa vie nous manque
tellement. Tout au long du procès, Vincent Tabac aura été soutenu par sa mère, Sonja et son grand frère Marcel Tabac, qui a déclaré que Vincent était incapable de commettre un crime et qu'il était le bouc émissaire de la police. Ils prétendent également être toujours en contact avec Tanja Morson, qui serait toujours en couple avec Vincent. Or, elle dira l'exact opposé au Sunday Mirror. Elle l'aurait quitté peu de temps après avoir appris la vérité sur son petit ami et s'est exprimée envers la famille de Johanna. Je voudrais exprimer ma plus profonde tristesse et ma plus grande sympathie à la famille Yates pour leur perte. Encore aujourd'hui, certains soutiennent Vincent Tabac. Un site nommé Vincent Tabac est innocent, sûrement ouvert par sa famille, lui est même dédié, dans lequel il est expliqué par exemple que Tabac ne peut être le coupable car il a un doctorat et qu'il est donc trop intelligent pour avoir commis le crime et que même s'il l'avait fait, il aurait trouvé une meilleure cachette, qu'il était trop timide pour essayer d'embrasser une fille ou encore qu'il gagnait trop bien sa vie pour prendre le risque de tuer qui que ce soit. Le site accuse d'ailleurs ouvertement Greg dans un article absolument lunaire dans lequel les faits sont tordus dans tous les sens pour pointer du doigt Greg. Par exemple, la pizza qui n'a jamais été retrouvée, c'est simplement parce que Greg l'a mangée après avoir étranglé Johanna. Le site est immonde et indique même que, je cite, Johanna aurait envoyé des textos pour solliciter la compagnie d'autres hommes, en l'absence de Greg qui aurait donc été jaloux. De plus, à la mort de Johanna, leur chat Bernard a été adopté par les parents de la jeune femme et non par Greg, ce qui prouve bien que Greg n'avait aucun désir de se souvenir de Johanna. Et puis, si aucun autre suspect n'a pu être identifié, c'est certainement parce que Johanna avait un amant qui était dans le crime organisé et a été protégé par la justice. Ça n'a aucun sens, c'est lunaire, il n'y a que des théories pourries qui partent dans tous les sens. J'ai perdu 2 heures à traîner sur le site pour essayer de comprendre quelque chose et de vous résumer tout ça, mais le site n'avance aucune preuve quant à l'erreur judiciaire dont aurait soi-disant été victime Vincent. C'est que du blabla qui a dû faire beaucoup de mal à la famille, j'imagine. Christopher Jefferies, le propriétaire dont la réputation a été massacrée par les médias, a poursuivi plusieurs journaux pour diffamation, recevant des indemnités financières et des excuses publiques. Les parents de Joe disent de leur côté que Noël n'est plus une fête pour eux, mais plutôt un moment de recueillement où ils honorent la mémoire de leur fille. Quant à Greg, il vit toujours à Bristol où il s'est acheté un appartement. Il travaille dans une entreprise immobilière et il est architecte spécialisé dans la réalisation de grands projets. Après la mort de celle qui allait devenir sa fiancée, il a aidé à collecter de l'argent pour l'association caritative Missing People, une association qui vient en aide aux familles des personnes disparues. Il s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias, rappelant à quel point Johanna était une femme formidable. En 2012, ses amis et sa famille ont créé une prairie à papillons près de la maison où elle a grandi à Hampshire. Johanna avait toute la vie devant elle, une vie pleine de promesses, de projets, d'amour et d'amitié. Elle rêvait d'une belle carrière, de voyage, de fonder une famille avec Greg, mais tout lui a été brutalement arraché, alors même qu'elle était chez elle, en confiance dans un environnement sûr et rassurant. Johanna aurait pu être n'importe laquelle d'entre vous. Vincent aurait pu être votre voisin, et il est terrifiant de se dire que des gens comme lui vivent parmi nous et qu'en une fraction de seconde, ils peuvent décider de vous enlever la vie à la moindre opportunité. Ouais, c'est Max Guys. Si vous avez regardé ce stage jusqu'au bout, mettez voisin en commentaire et dites-moi également si vous avez déjà eu peur de l'un de vos voisins. Je suis sûr que vous avez des choses à raconter. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Peut-être la dernière de l'été, mais je vous tiens au courant. Et puis, bye!